mieux cerner vos propositions à l'occasion des élections municipales, donc de mars prochain, et de mieux nous aider à comprendre pourquoi vous feriez un bon maire de Rennes. On va juste rappeler que vous êtes candidat de la liste Choisir l'écologie pour Rennes. Tout à fait. Et pour le parti Europe Écologie Les Verts, c'est bien ça? Et Union démocratique bretonne et Nouvelle Donne, et on mène notre liste dans le cadre d'une association qui réunit aussi des citoyens qui ne sont pas engagés dans des mouvements politiques, et cette association-là, elle s'appelle Confluence. Moi, il y a un mot que j'aime bien pour décrire cette ville où je suis né, c'est convivial. Je pense que la qualité de vie à la Rennaise, elle est beaucoup due au fait qu'on est encore une grande petite ville où quand on sort de chez soi, quand on se balade en centre-ville, on se croise, on rencontre des gens qu'on connaît, on se salue, on se parle. Et finalement, on est une ville à taille humaine, mais aussi suffisamment grande pour qu'il y ait beaucoup d'activités culturelles, associatives, etc. Et moi, c'est cette convivialité en fait que je trouve super ici à Rennes, et qui est quelque chose que vraiment on veut préserver dans les années qui viennent, parce qu'on voit que c'est une ville qui est aussi en train de bouger très très vite. Trop de notre point de vue. Les citoyens ont de moins en moins prise en fait sur ces changements-là, notamment en termes de projets urbains et immobiliers. Il faut qu'on soit prudent pour justement garder cet esprit rennais qui nous est reconnu partout ailleurs. Un style musical. Un petit peu piège, c'est la question piège. Ah, mais moi je suis un enfant du rock, alors je vais vous dire... Du coup, pourquoi le rock? Pourquoi le rock? Je pense que la musique c'est comme tout, on baigne dedans un peu quand on est gamin, et pour le coup l'influence musicale de nos parents, de nos proches, elle joue évidemment énormément. Donc moi c'est vrai que j'ai baigné dans le rock des années 60-70, Chuck Berry, les Rolling Stones, Led Zeppelin... et compagnie quoi. Et puis en bon rennais, quand j'étais ado à 16-17 ans et qu'on commençait à sortir un peu avec les copains dans les cafés, et on se retrouvait en fait dans des bars qui passaient des concerts, et à l'époque, là je parle des années 99, 2000, 2001, c'était du rock à Rennes, hein. Beaucoup, la scène électro elle n'était pas encore très expansive, voilà, mais elle commençait quand même à être de plus en plus présente. C'est les transmusicales, c'est les bars en trans, c'est tout ça. Moi j'allais beaucoup au 1929, voilà, qui était un café-concert de la rue Saint-Michel, qui a fermé depuis, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait une activité culturelle qui était assez intense. Et voilà, et je me souviens que sur les transmusicales, il passait énormément de rock, voilà, donc moi j'ai baigné dans ça. Et j'en suis un petit peu resté à ça, et voilà. Et puis je trouve que je suis très très admiratif de la scène électronique, et de comment est-ce que la musique électronique a complètement bousculé aussi le champ musical, que ce soit le rock, que ce soit le hip-hop ou d'autres. Je trouve que l'électronique donne un champ des possibles qui est incroyable quoi, et qui est génial. Et finalement c'est une scène que j'ai découvert un peu plus tard, vers mes 30 ans quoi, il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup je m'y plonge petit à petit, même si je reviens toujours à mes premiers amours, et je trouve que Rennes a peut-être mis un peu plus le temps que d'autres villes à s'y intéresser, mais aujourd'hui on a une scène musicale aussi autour de la musique électronique qui est vraiment intéressante, et puis avec toujours cette capacité incroyable à ce qu'il y ait des gens qui organisent des événements. Ça foisonne quoi, on est une ville qui est foisonnante culturellement, et je pense que ça fait aussi notre force, et que clairement des grands festivals comme les trans existent parce que tout au long de l'année il y a ce foisonnement culturel, il y a toutes les assos, tous les collectifs, tous les groupes qui ne cessent d'organiser des choses, et nous notre boulot là c'est de leur donner de la place quoi, parce qu'aujourd'hui on est un peu à l'étroit. Il y a toujours besoin de lieux, on a un vrai problème sur les cafés-concerts qui sont le terreau de notre vie culturelle, et qui aujourd'hui connaissent des difficultés. Alors elles ne sont pas nouvelles, hein, moi je me souviens il y a 20 ans on en parlait déjà, mais il est grand temps qu'on apporte des réponses, et on en a. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre des acteurs qui ont signé cette tribune, j'en partage le constat.
Et on a pu justement se voir pour parler de concrètement comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des propositions, des solutions. Je disais, c'est pas un problème nouveau parce qu'il y a 20 ans, en fait, il y avait déjà des questions liées notamment à l'insonorisation des cafés-concerts, avec une difficulté pour les patrons et les patronnes de ces lieux-là de trouver de l'argent pour se mettre aux normes, quoi. Aujourd'hui, on en est encore à ça. Non, en théorie, c'est une compétence de l'État, en fait, d'accompagner les cafés-concerts dans ça. Clairement, il y a un désengagement de l'État là-dessus. Moi, j'ai envie qu'on prenne le relais, parce que, encore une fois, on est à Rennes, quoi. Et Rennes, c'est aussi les cafés-concerts, enfin, c'est même beaucoup les cafés-concerts. Donc, du coup, on propose la création de ce qu'on appelle une foncière, c'est-à-dire c'est une société avec des capitaux publics, mais pourquoi pas aussi qu'ils puissent accueillir des capitaux privés, voilà, et qui nous permettent d'acheter des lieux, d'acheter des cellules commerciales en centre-ville, dans les quartiers aussi, pour les remettre à disposition de patrons de bars, mais des indépendants. Voilà. En échange de programmation culturelle, on pourrait faire des loyers modérés, par exemple, ou aider à des travaux d'insonorisation. Voilà. Ça, c'est un projet très concret qu'on a. Et puis moi, je pense qu'on a besoin, comme ce qu'a été longtemps la salle de la Cité, d'un lieu sans programmation. La salle de la Cité, salle municipale, tout à chacun peut organiser, enfin, pouvait organiser ce qu'il voulait. Dans notre projet, c'est qu'on veut créer un lieu de 200, peut-être 300 places, peut-être pas dans l'hypercentre, mais en tout cas en centre-ville de Rennes, qui n'est pas de programmateur, quoi, et qui permettent justement aux assos, aux collectifs, de pouvoir louer la salle à des prix qui resteraient modiques pour organiser des événements. Et puis il faut qu'on dézoome, il faut qu'on sorte aussi du centre-ville. Des espaces comme le Jardin Moderne, ils produisent énormément de choses, ils permettent à des groupes de répéter, ils permettent à des groupes de se produire, ils permettent à des groupes d'avoir accès à une scène aussi. Il faut qu'on valorise mieux ces lieux-là, il faut qu'on en développe d'autres par une politique de tiers-lieux, sur l'Hôtel-Dieu, sur la Courrouze, pourquoi pas sur la prison Jacques-Cartier si on pouvait l'acheter, parce qu'il faudrait que l'État la vende. Ça, c'est des choses qui nous intéressent et qu'on veut regarder. Il faut qu'on se dote d'une politique de tiers-lieux, d'une politique de friche culturelle aussi. Et qu'on continue à faire vivre voilà, ce foisonnement qui est génial, quoi. Alors du coup, pour élargir un petit peu, on va dire, ce domaine de la culture, pour nous, en termes d'expérience, la culture plante ses racines dans un terreau qui est le tissu associatif. Le tissu associatif, pour nous, c'est très important. Et est-ce que vous, c'est aussi quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez accompagner dans votre programme si vous êtes maire? Étant moi-même, mon militantisme, il est issu du militantisme associatif, donc on est évidemment, et puis sur la liste Choisir l'écologie pour Rennes, on a la moitié de gens qui sont issus de mouvements politiques et l'autre moitié de gens qui sont issus d'associations et qui font l'écologie au quotidien par leur militantisme associatif, par leur métier, etc. Donc justement, on est cette alliance-là entre un engagement politique traditionnel qui est nécessaire et puis cet engagement du quotidien dans les assos, dans les collectifs, etc. Donc oui, on est extrêmement attaché à ça et comme vous le disiez, et je suis complètement en phase avec ça, le terreau de la vie culturelle, mais aussi de la vie sociale et même économique, parce que ça va de pair, elle est là, elle est justement dans cette incroyable capacité qu'ont les Rennaises et les Rennais à monter 3 événements par soir, partout dans la ville, et à s'investir en fait dans leur territoire, quoi. Et ça, c'est bien le tissu associatif qui le permet. Alors je disais, en fait, le gros de la politique culturelle qu'on mène, elle va vers les associations, hein. Aujourd'hui, la ville de Rennes, c'est à peu près 50 millions d'euros de subventions qui vont vers le secteur associatif. Donc nous, c'est un budget qu'on veut maintenir, dans l'idéal continuer à amplifier. Mais il est clair que notre action, elle se fait dans un partenariat entre la collectivité locale et puis les acteurs du territoire et en particulier le monde associatif. On a un certain nombre de propositions sur la vie associative, on veut des états généraux de la vie associative à partir de 2023, justement pour remettre à plat un petit peu la façon dont on fonctionne dans le partenariat avec les assos. Il y a pas mal de choses à remettre sur pied et puis on veut les doter de moyens, on veut mieux les accompagner dans leur développement, on veut qu'elles puissent gérer des lieux. La façon dont est gérée aujourd'hui la maison des associations, il n'y a pas de structure juridique qui gère cette maison des associations, c'est la collectivité, enfin voilà, moi je voudrais que les associations elles soient gestionnaires de cet espace-là, et puis pourquoi pas d'autres arènes, mais en tout cas clairement
le point de départ de toutes nos politiques sera d'abord de donner la place aux acteurs qui font, de leur faire confiance, d'admettre aussi qu'ils puissent avoir un droit à l'erreur, se planter, ça arrive, c'est pas grave, et de s'appuyer sur ça pour développer nos actions et nos politiques. Très bien. Donc on va passer au deuxième thème, un thème sur la jeunesse, parce qu'on sait, Rennes c'est une ville jeune, on compte environ 68 000 étudiants à Rennes. C'est la deuxième métropole la plus jeune de France après Lille. D'accord, je ne savais pas. Ouais. Donc, Mais non, on le sait pas. On le sait pas. Souvent, on ne le sait pas. Dès 2020, gratuité pour les moins de 25 ans sur les transports. Parce que vous avez raison de le rappeler, aujourd'hui on a des populations étudiantes et jeunes de façon générale qui connaissent une précarité forte. Alors, on est un territoire qui se porte bien économiquement, qui a un taux de chômage bas, il y a pas mal de voyants qui sont ouverts, mais il ne faut pas que cette situation-là, elle nous empêche de voir aussi la misère sociale. Et en particulier sur les personnes les plus jeunes et les étudiants, ça fait des années que ma collègue Gaëlle Rougier, qui est élue écologiste, vice-présidente en charge de la jeunesse à Rennes Métropole, demande à ce qu'on ait un observatoire de la pauvreté étudiante. Parce qu'aujourd'hui, on a un travail sur la vie étudiante, voilà. Mais on ne regarde pas en fait la précarité, on ne regarde pas la situation des gens. Et pourtant, on voit quand les syndicats étudiants comme l'UNEF, tous les ans, font un peu l'état des lieux de la situation, qu'elle a tendance à se dégrader. Et ce qui ressort d'ailleurs dans ces états des lieux à Rennes, c'est qu'on est une des villes les plus chères pour les jeunes sur les transports en commun. Donc nous, on dit, vu qu'on veut étendre la gratuité des transports en commun de façon progressive, on dit, eh ben, on commence cette extension de la gratuité par les moins de 25 ans, parce que c'est un poids pour eux. Mais on veut aussi une garantie locative jeune, pour ceux qui n'arrivent pas à accéder à un logement parce qu'ils n'ont pas des parents derrière qui sont capables de l'apporter une caution. Voilà, il y a un système au niveau national qui est censé le permettre, mais on voit bien qu'il est compliqué, donc on voudrait en mettre un en place au niveau local. Et puis, on veut créer aussi ce qu'on appelle un revenu minimum garanti, qui s'adresse notamment aux moins de 25 ans, mais pas que, parce que malheureusement aujourd'hui, quand on a entre 18 et 25, on a le droit à quasiment aucune prestation sociale. Le revenu minimum garanti, le principe c'est de faire en sorte que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient compenser en fait le différentiel entre vos revenus, les prestations sociales que vous pouvez avoir et le seuil de pauvreté qui est à 867 € par mois aujourd'hui, donc c'est pas la panacée non plus, mais on a quand même plus de 8000 familles, donc ça inclut des jeunes seuls là-dedans, qui vivent avec moins de 813 € par mois sur la métropole de Rennes, quoi. Donc voilà, on a des mesures sociales d'accompagnement, mais sur la jeunesse, je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de lui donner sa place, quoi. Et quand je parlais de tiers-lieux, d'espace gérés par les assos, ça s'adresse beaucoup à la jeunesse, c'est-à-dire que la génération climat, parce que c'est comme ça qu'on appelle la génération qui a moins de 25 ans aujourd'hui, clairement l'avenir qu'on lui propose aujourd'hui, c'est le chômage, la précarité et plus 3 degrés sur la planète. C'est pas voilà, hyper enthousiasmant, quoi. Et en même temps, je vois de plus en plus de lycéens, d'étudiants qui ont la niaque, ont la patate, ont envie de faire des choses. Et le font bien en plus, notamment en faveur de l'écologie. Il faut qu'on leur donne plus de place, il faut qu'on leur donne plus de moyens, il faut qu'on leur donne les rênes. Et que ça passe notamment par des lieux, des espaces d'expérimentation qui pourraient être gérés directement par eux. Ça passe aussi par des outils d'aide pour créer des entreprises pour les jeunes, par un incubateur, par un autre dispositif qu'on a appelé le contrat de transition écologique. C'est quelque chose qui est expérimenté dans la région lilloise notamment. C'est l'idée que une personne qui a envie de développer une activité d'utilité sociale et environnementale, elle est financée sur 2 ans pour se consacrer à temps plein à la création de cette activité. Et en fait, aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui sortent du système universitaire, de leurs études, et qui n'ont pas envie d'aller bosser dans une entreprise classique, voilà, qui veulent un projet qui a du sens. Et donc ce dispositif-là, il pourrait clairement les aider à monter des entreprises ou à se faire embaucher par des associations pour développer du projet. Donc voilà, une ambition forte et une conviction forte qu'aujourd'hui, nos 80 000 étudiants
c'est une ressource immense pour le territoire et qu'on doit la sécuriser, mais on doit aussi s'appuyer sur elle pour le développement du territoire, et ça veut dire lui faire le plus de place possible. Le premier chapitre, c'est la question de la démocratie locale et comment est-ce qu'on redonne du pouvoir d'agir aux habitants, comment est-ce qu'on fait en sorte justement qu'ils reprennent le contrôle de leur vie et de leur ville. Donc là, pour 2020, on veut un acte 2 de la démocratie locale, on veut amplifier cette charte de la démocratie, on veut une méthode pour construire avec les habitants les projets urbains, parce qu'aujourd'hui, il y en a assez de voir des immeubles sortir de terre sans que personne ne sache pourquoi, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé et qu'on puisse en discuter. On veut revoir effectivement notre manière de faire aussi avec les associations. Voilà, donc dans tous les pans de la vie de notre ville, on veut aller au maximum vers la co-construction avec les habitants, et y compris on a dans notre projet l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne qui pourrait se mettre en place pour trancher un certain nombre de projets. C'est des choses qu'on défend depuis très longtemps. On a, vous parliez de transparence, on a nous écologistes une spécificité par rapport aux autres élus, c'est qu'on a une charte, donc tous les candidats l'ont signée, qui nous empêche de cumuler des mandats. Donc on ne sera que sur notre mandat ville et Rennes Métropole, ce qui vont ensemble, mais on n'a pas le droit d'aller se présenter sur d'autres élections ensuite, voilà, contrairement, disons-le, aux socialistes ou à En Marche ou aux élus de droite, qui sont souvent dans plusieurs collectivités et qui du coup ne sont pas pleinement investis sur leur mandat local. C'est un vrai problème. Et puis on veut de la transparence dans les endroits où on siège, dans les indemnités aussi qu'on peut toucher. Il y a des outils assez simples pour le mettre en place, et en tout cas c'est la conviction qu'on a de vouloir le faire, parce que c'est aussi notre intérêt. Moi j'ai toujours dit, si sur les 6 ans qui viennent de s'écouler, nous écologistes on a réussi à faire des choses, c'est parce que on a toujours eu un lien fort avec des citoyens très actifs sur les questions notamment environnementales, et que quand on a cette force citoyenne qui est présente sur la ville, et que derrière, en tant qu'élu, on n'a plus qu'à être relais de ça, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, c'est dans cette alliance-là. Donc il faut qu'on la conforte et qu'on la développe. Où en est Rennes ? Si on se compare à d'autres territoires, on a la chance, et vous l'avez rappelé, d'avoir encore une fois des citoyens qui sont très mobilisés sur la question et qui poussent les élus à agir. Et de fait, il y en est une ville qui fait des choses, voilà, qui fait des choses. Maintenant, la question c'est, est-ce suffisant ? Et la réponse, elle est évidemment non. Parce que entre les petites mesures qu'on mettait en place il y a 20 ans, celles un peu plus fortes qu'on a commencé à en mettre en œuvre dans les 6 dernières années, et l'urgence du changement climatique qui s'impose à nous et dont on subit les conséquences au quotidien d'ores et déjà aujourd'hui, notre ville elle a gagné 1,2 degré de température par rapport au siècle dernier, déjà aujourd'hui, et on le voit. Voilà, personne ne peut mettre ça de côté en disant ça n'existe pas, quoi. On le vit au quotidien, et clairement il nous reste 5 à 10 ans pour agir. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Les scientifiques disent aussi que 70% des mesures de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce changement climatique se fera au niveau local. Voilà. Donc allons-y, on n'a plus le choix. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mobiliser l'ensemble des moyens humains, financiers, citoyens à la ville comme à Rennes Métropole vers cet objectif de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce changement climatique. Une mesure extrêmement concrète pour s'y adapter, c'est la végétalisation de la ville. Et du coup, quand on voit des maisons individuelles avec jardin être détruites à grands coups de bulldozer pour construire des immeubles tout béton, tout standard, plus de jardin derrière, plus aucune végétation, etc., on peut se poser la question de savoir si on prend la bonne direction, quoi. Voilà, donc c'est un projet global qu'il faut qu'on revoie, mais clairement, la première des choses que nous on veut faire, c'est une végétalisation massive de la ville. Ça veut dire qu'on veut pousser un peu la place de la voiture pour reprendre sur son espace, pour notamment sur les grands boulevards urbains, faire des espaces piétons arborés, passer des pistes cyclables pour les vélos. Ça veut dire qu'effectivement on veut ralentir un petit peu le rythme de construction pour prendre le temps d'imaginer des projets qui soient en cohérence justement avec le changement climatique. Et puis on veut mettre 1 milliard d'euros
en 5 ans sur le climat. 1 milliard pour le climat, sur la politique de déplacement, puisque c'est 50% de nos émissions de gaz à effet de serre sont sur les déplacements. Donc on veut construire ce qu'on appelle des trambus, des tramways sur roues pour permettre de mieux desservir la métropole. On veut créer un RER rennais, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on utilise les voies ferrées, les 5 voies ferrées qui traversent notre territoire pour cadencer du train tous les quarts d'heure, matin, midi et soir, pour permettre aux gens aussi de se passer de la voiture. On veut rémunérer ceux qui font du covoiturage, parce qu'il faut des mesures incitatives pour démultiplier le covoiturage aujourd'hui. Et puis on veut mettre 100 millions d'euros pour un réseau express en faveur du vélo, parce que le vélo, notamment avec le développement des assistances électriques, est un mode de déplacement hyper efficace à l'échelle d'une métropole comme la nôtre. On va vous souhaiter de grandir, d'être beaucoup lu et regardé, puis de vous installer dans le paysage culturel et médiatique rennais. Je crois que c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux, non? Bah, je vous remercie. Merci beaucoup. À vous.